Plutôt que de le voler, nous allons vous engager pour le protéger de vos pillards. Les Russes ont accepté. Et avec leur pouvoir, ils sont finalement devenus les véritables dirigeants de ces populations locales, établissant la dynastie Ryurik. La Russie est le plus grand pays du monde, avec une superficie de plus de 17 millions de kilomètres carrés. Une fédération composée de 85 sujets fédéraux, républiques, provinces, territoires, etc. Cependant, elle semble plus grande qu'en réalité. Et si nous utilisons cet outil pour voir la véritable taille d'un pays, nous pouvons constater comment la distance par rapport à l'équateur déforme la taille d'un pays sur une carte classique. Mais même lorsqu'on la représente à sa véritable taille, elle reste grande, loin devant tous les autres dans le top 5 des plus grands pays du monde. Et en fait, elle fait presque le double de la taille de chacun des 3 suivants, le Canada, les États-Unis ou la Chine. Je me demandais souvent en regardant une carte, comment la Russie est-elle devenue si vaste? Découvrons-le dans cette vidéo. Il y a 2 questions auxquelles nous devons répondre. Premièrement, comment ont-ils pu s'étendre autant? Et deuxièmement, quand et comment se sont-ils étendus dans chaque partie du territoire? La réponse à la première question dépend largement de la géographie. Il y a 3 facteurs qui expliquent la facilité avec laquelle l'État russe s'est étendu. La faible population, le fait que les rares personnes présentes étaient des nomades, et le fait que la majeure partie du territoire est plate. À quelques exceptions près, la faible population permettait à une nation de revendiquer une vaste terre. À l'époque, s'il n'y avait personne pour contester cette revendication, alors elle leur appartenait. De vastes régions de l'actuelle Russie étaient inhabitées ou peu peuplées lors de leur annexion par les Russes. Donc, tout ce que les Russes avaient à faire, c'était de se présenter et de dire « Eh, ceci est à nous maintenant !» Il n'y avait pas de grandes colonies fortifiées ou de rois à la tête d'armée que les Russes devaient vaincre pour conquérir ces territoires. Mais ne vous y trompez pas, les Russes avaient des ennemis, notamment au sud, parfois à l'est, et menaient aussi d'interminables guerres avec l'Europe à l'ouest. Mais leur vaste expansion en Sibérie était principalement simple d'un point de vue militaire. De plus, le territoire plat facilite et accélère les déplacements, rendant l'annexion encore plus simple. Donc voilà la réponse à la première question. Passons maintenant à la deuxième question principale, en parcourant brièvement l'histoire russe, et en comprenant quand et comment ils ont annexé chaque partie de ce qui est aujourd'hui la Russie. Les racines de la Russie se trouvent dans l'invasion de pillards du nord venus de Scandinavie, appelés les Rousses, probablement l'origine du nom du pays. Ces pillards sont arrivés dans des villes principalement peuplées de slaves, qui, entre autres, commerçaient leurs marchandises. Les Rousses pillaient ces populations et revendaient les biens volés à leur profit. Les habitants, lassés, ont décidé d'engager ceux qui les volaient, pour protéger leurs biens de leurs propres compagnons. Les Rousses ont accepté et, grâce à leur puissance, sont devenus les dirigeants des populations locales, fondant la dynastie Ryurik et l'état de la Rousse de Kiev, où régnait un grand prince Ryurikide, une fédération de princes Ryurikides, chacun ayant sa principauté sur les terres russes, alors plus réduites. Après de nombreux événements politiques et militaires, eut lieu un événement majeur, l'invasion mongole. Et c'est là que Moscou, ou la Moscovie, devient le nouveau centre du pouvoir en Russie, ouvrant la voie à son expansion, puis à celle de la Russie. L'invasion mongole a conduit à la soumission de tous les États russes aux Mongols eux-mêmes. Par hasard ou grâce à des compétences politiques, la Moscovie a obtenu le privilège de collecter le tribut des autres États russes du Nord pour le remettre aux Mongols du Sud, agissant en quelque sorte comme un intermédiaire. Cette situation leur a permis d'acquérir un certain pouvoir économique, attirant également des gens à s'y installer, car il était moins probable d'être attaqué par les Mongols. Après s'être renforcée et profitant de la division de l'empire mongol, la Moscovie a uni plusieurs États russes contre les Mongols et les a vaincus, conquérant une partie de leurs terres et mettant fin à la soumission des princes Rurikides. De nombreuses batailles et guerres ont suivi jusqu'à la défaite totale des Mongols. Mais la victoire d'Ivan III sur la Grande Horde en 1480 est considérée comme la restauration de l'indépendance russe, 240 ans après que les Mongols aient envahi et conquis Kiev. Un État russe indépendant, formé de plusieurs principautés pilotées par le grand prince de Moscou, s'est ensuite étendu. La première grande expansion du territoire de Moscou fut menée par ce grand prince, Ivan III, également connu sous le nom d'Ivan le Grand, qui fut couronné en 1502. Ivan a placé de nombreux duchés russes directement sous la domination de Moscou, retirant les titres aux nobles qui les détenaient.
Il est ensuite parti en guerre contre la République de Novgorod, qui contrôlait le nord de la Russie. Il a gagné, forçant Novgorod à céder près de 80% de son territoire à Moscou. Après la mort d'Ivan, son fils Vassili III poursuivit sa politique d'expansion. Il a annexé les dernières provinces autonomes au sein du Grand Principauté, a également capturé Smolensk à la Pologne-Lituanie en 1514, ainsi qu'élargi l'influence russe le long de la Volga. Un fait amusant est qu'il fut le premier grand-duc de Moscou à adopter le titre de tsar et à utiliser l'aigle bicéphale byzantin. Après Vassili, un autre Ivan est arrivé, connu non pas comme le Grand, mais comme le Terrible. Il fut proclamé empereur de Russie en 1547, établissant le tsarat avec Moscou comme état principal. Avec une capitale, si vous voulez. Jeune, la Russie a conquis les khanats de Kazan et d'Astrakhan, ce dernier important pour contrôler la route commerciale de la Volga. Il a également perdu des terres, la Livonie et l'Hongrie, lors d'une guerre contre la Confédération livonienne, la Pologne-Lituanie, le Danemark et la Suède. Mais l'expansion la plus importante sous le règne d'Ivan le Terrible fut celle vers la Sibérie. À cette époque, dans la seconde moitié du XVIe siècle, la Russie a commencé une exploration et une colonisation à grande échelle de la Sibérie, un processus qui prendrait beaucoup de temps à s'achever. Fiodor, fils d'Ivan le Terrible, se désintéressait du pouvoir, laissant le vrai contrôle à son beau-frère Boris. Fiodor mourut sans descendance, provoquant la fin de la dynastie des Ryurikides, qui gouvernait la Russie depuis le XIIIe siècle après leur venue du Nord. Son régent Boris devint tsar en 1598, le premier hors de la dynastie des Ryurikides. La politique de Boris était généralement pacifique. Et la seule expansion significative à l'ouest semble être la reprise de quelques villes à la Suède en 1595. Mais il a joué un rôle important dans l'expansion de la population et du territoire de la Russie à l'est. Il a construit des villes et des forteresses le long des frontières orientales et méridionales pour maintenir l'ordre parmi les tribus tatares et finnoises. Et il a colonisé la Sibérie avec de nombreux nouveaux établissements, ainsi qu'en conquérant le khanat local de Sibir. Son fils et héritier, Fiodor II, n'a régné que quelques mois, d'avril à juin 1605, et n'a vraiment pas eu le temps d'écrire son nom. Dans l'histoire de l'expansion de la Russie, cependant, il a créé une carte de la Russie, toujours conservée aujourd'hui et rééditée tout au long de ce siècle. Il n'a peut-être pas contribué à l'expansion du territoire russe, mais il a contribué à le représenter, nous permettant aujourd'hui de voir comment il était à l'époque. Comme on le voit, le contrôle russe était déjà vaste, mais ne s'étendait pas encore loin vers l'est. La mort de Fiodor II marque le début du temps des troubles en Russie, période de 1605 à 1613. Bien qu'on puisse dire qu'elle avait commencé avec la fin de la dynastie Ryurikide en 1598. Et c'est une chose particulièrement étrange à propos de cette période. À la mort du tsar Fiodor Ier, son frère Dimitri aurait dû lui succéder. Mais étant décédé plus tôt, le régent Boris devint tsar, provoquant une grande crise. Durant le temps des troubles, plusieurs faux Dimitri ont prétendu être l'héritier légitime, se présentant comme miraculeusement survivants. Ils avaient donc droit au trône. Qui restaurerait la dynastie Ryurikide et mettrait fin aux troubles? Plus fou encore, cela a marché. Par commodité ou conviction, les nobles locaux ont soutenu non pas 1, 2 ou 3, mais 4 faux Dmitri. Le premier est même devenu tsar pendant un an. Mais ne nous perdons pas dans ces détails historiques. Le temps des troubles fut une crise majeure pour la Russie. Et donc, il est compréhensible qu'il n'y ait pas eu d'expansion territoriale pendant cette période. En fait, les seuls changements furent de pire des pertes de territoire à la suite d'une guerre contre la Pologne-Lituanie, qui a conquis Sevatia et reconquis Smolensk. Cette période se termina en 1613 avec l'élection de Mikhaïl Romanov comme tsar par un conseil de nobles, fondant la dynastie Romanov qui régna sur la Russie jusqu'à la révolution de 1917. Mikhaïl Romanov régna de 1613 à 1645 aux côtés de son père, jusqu'en 1633. Durant son règne, le projet de colonisation de la Sibérie, initié par Ivan le Terrible, fut enfin achevé. La Russie conquit la majeure partie de la Sibérie, un exploit largement accompli par les armées cosaques, et en grande partie financé par la famille de marchands Stroganov. Atteignant le Pacifique à la fin du règne de Mikhaïl, c'était, en termes de superficie, la période de la plus grande expansion territoriale de toute l'histoire russe.
Une autre tâche territoriale à laquelle il a dû faire face était de mettre fin au conflit avec la Suède et la Pologne, qui avait commencé à l'époque des troubles. Grâce au traité de paix de Stopovo avec la Suède et de Delino avec la Pologne. Avec la Suède, la Russie a repris Novgorod et d'autres terres perdues pendant la guerre. Elle a aussi abandonné ses droits sur l'Estonie, la Livonie, et cédé une partie de la Carélie et de l'Hongrie aux Suédois. Avec la Pologne, les Russes ont accepté la précédente conquête de Smolensk. Une autre condition de paix était le retour du père de Mikhaïl, prisonnier. Celui que nous venons de voir a régné à ses côtés pendant un certain temps. Alexeï a succédé à Mikhaïl, et sous son règne, de nouvelles guerres contre la Suède et la Pologne ont eu lieu. Le traité de paix avec la Suède n'a, selon moi, causé aucun changement territorial. Tout ce qui s'est passé, c'est que la Russie a renoncé aux gains territoriaux qu'elle avait réalisés pendant la guerre. La paix avec la Pologne-Lituanie en 1667 a permis à la Russie d'obtenir d'importants gains territoriaux. Sur cette carte, nous pouvons les voir en vert foncé. Il est à noter que Smolensk a de nouveau changé de main, étant récupéré par le Tsarat. Certaines régions ukrainiennes, dont Kiev, ont aussi été prises. Censé être un transfert temporaire de 2 ans, il est devenu permanent 20 ans plus tard, lorsque la Russie a acheté la ville pour 146 000 roubles. Le siège du pouvoir originel de la dynastie Rourike en Russie fut récupéré, désormais sous le contrôle des tsars Romanov. Le fils d'Alexeï, Fiodor III, n'a apporté qu'une modeste expansion en conquérant le Kazym Khanat en 1681, et il fut succédé par ses 2 fils, Ivan V et surtout Piotr Ier, connu sous le nom de Piotr le Grand. Les 2 frères ont gouverné la Russie ensemble de 1682 à 1696, puis, lorsque Ivan est mort, Piotr a commencé à régner seul jusqu'en 1725, un chaos administratif. Ils étaient des co-tsars, Ivan étant l'aîné, mais durant 7 ans, leur sœur a régné comme régente. Quoi qu'il en soit, sous le règne de Pierre le Grand, d'importantes expansions ont eu lieu. Pierre voulait moderniser et industrialiser la Russie, sachant que renforcer la puissance navale était essentiel. Il est donc parti en guerre contre les Ottomans pour accéder à la mer Noire. En 1698, il conquiert la forteresse ottomane d'Azov, ouvrant l'accès à la mer et renforçant l'influence russe dans la région. Cependant, il les a perdus quelques années plus tard. Après avoir établi une présence sur la mer Noire au sud, il voulait maintenant un accès à la mer Baltique au nord, qui était alors contrôlée par la Suède. Bien que cette fois-ci, il comptait sur l'aide du Danemark et de la Pologne-Lituanie. C'est étrange de voir comment ces nations étaient constamment en guerre les unes contre les autres, et changeaient sans cesse de camp et d'alliés. Pendant la Grande Guerre du Nord, les Russes ont annexé l'Hongrie, l'Estonie, la Livonie et une grande partie de la Carélie, fondant ainsi Saint-Pétersbourg en 1703, qui devint ensuite la capitale du Tsarat de Russie, rebaptisé par Pierre en Empire russe en 1721. Dans ces dernières années, Pierre le Grand prit le titre supplémentaire d'empereur de toutes les Russies, renforçant ainsi le caractère multinational de l'Empire. Sous Pierre, l'expansion vers l'Asie centrale débuta, mais avec peu de succès au départ. En 1717, une expédition militaire tenta de prendre le Khanat de Khiva, mais fut entièrement détruite. Mais ils réussirent à s'étendre vers le sud, bien que seulement temporairement. L'empire safavide perse au sud était en déclin. À cause de cela, Pierre lança la guerre russo-persane en 1722, ce qui marqua le début de l'influence russe dans le Caucase et la région de la mer Caspienne. Les Safavides durent céder des territoires à la Russie, mais 12 ans après, ils revinrent aux Perses. Pierre fut remplacé par son épouse Catherine Ir, qui n'augmenta guère le territoire russe. Elle fut cependant la première femme à régner sur la Russie impériale, ouvrant ainsi la voie à d'autres souveraines à l'avenir, comme Catherine la Grande. Après Catherine Ir, Pierre II et Anna lui succédèrent. Anna céda puis récupéra des territoires aux Perses dans le Caucase, Azov aux Ottomans, Ivan VI, Élisabeth, qui conquit la Carélie du sud-ouest aux Suédois, puis Pierre III. Cependant, ils ont surtout privilégié le développement interne et la participation politique et militaire européenne, plutôt que l'expansion russe, ce qui se comprend. Tant de terres avaient été prises qu'il fallait d'abord les stabiliser et régler d'autres questions avant toute nouvelle conquête. La prochaine période de changement significatif arriva en 1762, avec Catherine II, connue sous le nom de Catherine la Grande, une période d'expansion territoriale gigantesque. Pendant son règne, elle a étendu les frontières de l'Empire russe d'environ 520 000 km², absorbant le sud de l'Ukraine, la Crimée, le Caucase du Nord,
la rive droite de l'Ukraine, la Biélorussie, la Lituanie et Karolin. Après des guerres et des victoires successives contre l'Empire ottoman, la Perse et la République des deux nations, la Pologne-Lituanie s'est effondrée pendant son règne. Ainsi, l'ensemble du territoire de la République a été divisé entre la Russie, l'Autriche et la Prusse. Comme on le voit sur cette carte, la Russie a pris la partie orientale et la plus grande du territoire. En Extrême-Orient, les Russes se sont aussi lancés dans le piégeage de fourrures au Kamtchatka et aux îles Kouriles, favorisant ainsi leur expansion. Une rivalité avec la Chine a aussi débuté, les deux empires souhaitant s'étendre en Asie centrale. L'engagement de Catherine la Grande pour l'expansion était si fort qu'elle déclara « Je ne mourrai pas avant de l'avoir fait ». Expulser les Turcs d'Europe, réprimer l'orgueil de la Chine et établir le commerce avec l'Inde. Un ensemble d'objectifs qu'elle n'a pas atteints, malgré ses autres grandes réalisations. Son fils, Paul Ier, cependant, s'opposa aux politiques de Catherine et préféra plutôt suivre une voie diplomatique plus pacifique. Sous son règne, la seule expansion russe fut la cession d'une partie de la Géorgie par la Perse, en 1813. Et au début de la colonisation de l'Alaska, avant que la Russie ne la vende aux États-Unis, Paul accorda un monopole du commerce des fourrures à une entreprise locale. Et, en échange, il s'attendait à ce qu'elle établisse de nouvelles colonies en Alaska et qu'elle mène un programme de colonisation élargi. C'était en 1799. La colonisation a cessé après l'achat de l'Alaska par les États-Unis en 1867. Le fils et héritier de Paul, Alexandre, cependant, il ne pouvait pas fuir les questions territoriales, car pendant son règne, Napoléon a envahi la Russie ainsi que la moitié de l'Europe. Outre la lutte contre l'invasion de Napoléon, plusieurs autres territoires ont été annexés pendant le règne d'Alexandre entre 1801 et 1825. La Géorgie orientale, le Grand-Duché de Finlande, la Géorgie occidentale, la Bessarabie, la Moldavie, le Duché d'Artsakh, la Géorgie, le Daghestan, le nord de l'Azerbaïdjan et le nord de l'Arménie. Son successeur, Nicolas Ier, a conquis les parties restantes de l'Azerbaïdjan et de l'Arménie en 1828. Ces conquêtes, comme les précédentes, résultèrent de nouvelles guerres contre la Perse, la Finlande et les Ottomans. Sous Alexandre, deux d'autres expansions territoriales ont eu lieu. Après sa défaite, lors de la Seconde Guerre de l'Opium en 1860, la Chine a cédé les terres au nord de l'Amour et à l'est de l'Ussourie. Et cela causa établi le contrôle russe sur une partie de la Mandchourie. La conquête du Kazakhstan, entamée en 1730, s'est achevée en 1863. En 1866, ils conquièrent l'Ouzbékistan, confirmant cette période comme une grande expansion en Asie centrale. Le nord du Turkménistan fut aussi conquis après la victoire sur le Khanat de Khiva et la vengeance de la défaite. Ils avaient auparavant souffert, ainsi que le Kirghizistan et l'ouest du Tadjikistan, avec l'annexion du Khanat de Kokand en 1876. En Extrême-Orient, Sakhaline a été acquise par un accord frontalier avec le Japon. Et une autre guerre contre les Turcs en 1878 a abouti à l'annexion des oblasts de Kars et de Batoum. Son fils, Alexandre III, a achevé la conquête de l'Asie centrale, en battant les Turkmènes en 1885 et en conquérant le sud du Turkménistan. Exploration du plateau du Pamir, qui était peu peuplé et correspond à l'actuelle esthète du Tadjikistan. Le dernier changement territorial majeur de l'Empire russe survient sous Nicolas II, qui perd le sud de Sakhaline au Japon après la guerre russo-japonaise de 1905. La révolution de 1917 a eu lieu sous son règne. La dynastie Romanov a connu le même sort que les Rurikides avant eux, bien que par des moyens différents, et a disparu. L'Empire russe avait disparu, provoquant aussi plusieurs pertes territoriales. Après la Révolution, la Pologne et la Finlande ont obtenu leur indépendance. La zone de contrôle russe a beaucoup fluctué lors du conflit interne de 1917 à 1922, plusieurs territoires ayant obtenu une indépendance temporaire jusqu'en 1920 avant d'être réannexés par les soviétiques. Le gouvernement révolutionnaire a finalement repris la plupart des anciennes terres eurasiennes de l'Empire russe. Et en 1922, elle s'est réunie avec la Biélorussie, la Transcaucasie et l'Ukraine pour former les 4 républiques constitutives d'un nouvel État, l'Union soviétique. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Union avait aussi annexé d'autres territoires. La dissolution de l'Union des républiques socialistes soviétiques a mené à la création d'États post-soviétiques. Après avoir déclaré leur indépendance en décembre 1991 et adopté le nom de Fédération de Russie, les Russes ont décidé
ont été limités à leur territoire actuel. Au XXIe siècle, quelques autres conflits ont conduit à une augmentation du contrôle territorial russe dans le Caucase et en Crimée. Voilà donc un très bref aperçu de la façon dont la Russie est devenue si grande. De l'arrivée des princes Riuriques de Scandinavie à l'époque moderne, retraçons l'histoire de la Russie. En passant par la fédération des principautés de la Rousse de Kiev, les invasions mongoles, le retour de la souveraineté russe avec le Grand-Duché de Moscou, les guerres sans fin avec la Suède, la Pologne, la Lituanie et les Ottomans, la colonisation de la Sibérie, la conquête de l'Asie centrale, des Khanats et même la colonie temporaire en Alaska. La perte de territoire en 1917, leur récupération et expansion sous l'Union soviétique, puis de nouvelles pertes après la dissolution de l'Union des républiques socialistes soviétiques jusqu'à aujourd'hui. Nous comprenons que l'expansion territoriale russe a été un processus lent sur plusieurs siècles. Si l'on rattache souvent les conquêtes finales à des dates ou dirigeants précis, elles résultaient en réalité de longs processus d'annexion et de conquête sur plusieurs siècles, à travers de nombreuses tentatives et guerres, surtout dans le Caucase, en Asie centrale et en Sibérie, où les nombreux territoires qu'ils disputaient constamment avec la Pologne, la Suède, la Perse ou les Ottomans. Ai-je omis un aspect crucial de l'expansion territoriale de la Russie, ou toute information pertinente? Indiquez-le dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous pour les prochaines et soutenez-moi sur Patreon. Si vous voulez accéder à du contenu supplémentaire et découvrir les coulisses, on se retrouve bientôt pour plus de culture générale.